Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc, merci d'être présents pour cette deuxième partie dédiée donc, à l'IA responsable, que nous allons commencer par un échange sur les travaux que nous avons menés en commun avec l'AFDAS et Audience pour essayer d'évaluer l'impact de l'IA sur les métiers dans la culture et les médias. Donc, je suis ici aux côtés de Jean Condé, je vais essayer de ne pas me tromper, directeur de l'innovation, la prospective de l'emploi, c'est ça? Et de la certification. Observation, prospective de l'emploi et certification. Voilà. À l'AFDAS. Donc un titre encore plus long que le mien. Bonjour. Et donc de Philippe Degardin. Tu n'as pas besoin d'appuyer, ça marche tout seul. Si tu veux te présenter, non, directeur du Data Lab d'Audience. Ça se met en route au bout d'un moment. Voilà. Et donc Cécile Lacou, directrice des études, des statistiques et de la prospective du CNC. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Donc effectivement, si vous étiez là ce matin, Gaëtan Bruel l'a évoqué, nous avons lancé l'initiative d'Audience, un observatoire pour évaluer, donc, comme je disais, l'impact de l'IA sur les différents métiers. Mais je vais peut-être laisser Philippe vous présenter cet observatoire. Bonjour tout le monde. Donc je vais vous rappeler un peu le contexte dans lequel on a créé cet observatoire. En fait, on a décidé de réunir nos expertises complémentaires sur le sujet, c'est-à-dire des données emploi du côté d'Audience qui nous permettaient d'observer des métiers, des données du côté du CNC également, puisqu'on a des données sur les niveaux de production notamment, et une expertise analytique. Et du côté de l'AFDAS, une expertise sur le niveau de formation et un accompagnement sur l'étude quali de notre observatoire. Donc le principe pour le moment, c'est de nous réunir nos trois institutions et d'identifier des métiers sur lesquels potentiellement il y aurait un impact de l'IA. Donc le métier, ça consiste donc à identifier ces métiers, à repérer avec la connaissance de nos experts, et ensuite de voir à un niveau donné ce qu'on peut observer. Donc nos études, le but pour le moment, c'est de sortir une étude trimestrielle sur un métier donné, donc une note de conjoncture. On en a déjà sorti une avant l'été sur les storyboarders, donc dans le domaine notamment du film d'animation, et on en sort une aujourd'hui sur le métier du doublage, sur les doubleurs. Donc la manière dont on travaille à Audience, on a donc des DSN qu'on reçoit tous les mois sur toutes les entreprises des secteurs de la culture et des médias, et qui nous permet d'avoir un niveau très fin de données et d'informations, et notamment on sait qui est déclaré sur tel métier, avec quel type de contrat, quel âge ils ont, depuis combien de temps ils travaillent, quel salaire ils sont perçus à ce titre. Voilà, ce qui nous permet de faire des observations dynamiques dans le temps sur un domaine qu'on choisit, donc le domaine des storyboarders en l'occurrence, et le domaine des comédiens de doublage. On est parti sur une approche différente pour les deux études, puisqu'on est parti sur un périmètre métier vraiment sur l'étude des storyboarders, c'est-à-dire qu'on a été chercher dans nos fichiers qui sont les storyboarders, puisque c'est un métier qui relève des annexes 8, oui c'est ça, et donc qui sont déclarés en tant que tels dans les DSN. Pour les comédiens de doublage, c'était plus difficile parce qu'il n'y a pas de métier défini de doubleur. On a plutôt des comédiens dans des entreprises qui font du doublage. Donc on est parti là, cette fois, d'un périmètre entreprise à partir d'une liste qu'on a constituée ensemble. Enfin, on a travaillé avec les voix notamment sur une liste sur un travail qu'on avait déjà fait avec les voix, et avec le CNC, on a affiné pour ne retenir principalement que les pure players, c'est-à-dire les boîtes qui font vraiment que du doublage ou très principalement du doublage. Voilà. Et ensuite, on a à chaque fois, pour chaque étude, on a un aspect quali, donc d'interview d'entreprises ou de professionnels de ces métiers,
qui a été menée par l'AFDAS voilà, sur la méthode, sachant qu'on va élargir petit à petit le champ de nos études, puisqu'on est culture et médias, donc ce n'est pas que les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, on va petit à petit élargir, continuer sur ces métiers et élargir à d'autres cibles par la suite. Exactement. Donc, effectivement, première note que nous avons publiée donc, au moment du Festival de Cannes, et nous l'avions déjà eu l'occasion de la présenter notamment à Annecy, donc on va passer un peu plus rapidement. Elle portait sur les storyboarders. Alors pourquoi les storyboarders? C'est parce que dans les métiers qui avaient été identifiés comme potentiellement plus exposés, plus impactés par l'IA, dans l'étude qu'avait menée Bearing Point, la cartographie des cas d'usage qui a été réalisée désormais il y a 1 an et demi pour le CNC, les storyboarders faisaient partie des métiers qui supposément pouvaient être impactés par l'IA. Et vous le voyez dans les données d'audience ici, en réalité, l'emploi des storyboarders, il se porte bien, puisque vous voyez que ce soit en termes d'effectifs ou en nombre d'heures travaillées, on observe une forte croissance entre 2018 et 2024. En réalité, il y a 2 périodes. Il y a une période de forte croissance entre 2018 et 2021, et ensuite une période de croissance plus ralentie à partir de 2021 pour se stabiliser à un haut niveau en 2024, ce qui fait qu'en 2024, on compte 719 storyboarders, donc vous voyez que c'est une croissance de près de 40% par rapport à 2018. En nombre d'heures travaillées, on a la même trajectoire, plus 44% par rapport à 2018, donc pour atteindre à peu près 423 000 heures, ou 433 000 heures. Et également en termes de masse salariale, la masse salariale a même augmenté de manière encore plus importante, plus 54% par rapport à 2018, pour atteindre 12,7 millions d'euros. Donc entre 2018 et 2021, la croissance de l'emploi des storyboarders, elle s'expliquait assez aisément, parce que c'était une période plutôt faste pour l'animation, aussi bien en termes de production française, qui était assez dynamique à ce moment-là, avec un effet rattrapage, notamment en 2021, des productions qui s'étaient interrompues en 2020 à cause de la crise sanitaire, mais surtout à cause de l'essor de l'activité de prestation. Et ça, on le voit à travers les dépenses en France de production étrangère d'animation, qui sont bénéficiaires du crédit d'impôt international, ce qu'on appelle le C2I. Ces dépenses, elles ont doublé, plus que doublé même, entre 2018 et 2021, pour atteindre 185 millions d'euros. Donc, voilà, la croissance de l'emploi de storyboarder s'expliquait aisément. À partir de 2022, par contre, l'évolution de l'emploi des storyboarders, elle se décorrèle de la situation du secteur de l'animation au global. C'est ce qu'on voit ici. Alors pourquoi? Parce que comme vous le savez, l'animation traverse une passe difficile depuis 2022, surtout du fait justement de la contraction de cette activité de prestation qui avait connu un fort essor, notamment avec l'arrivée des plateformes. Et puis il y a eu l'éclatement de la bulle d'investissement de ces plateformes qui a évidemment fortement impacté notamment l'animation. Et pour la première fois en 2024, on a connu une baisse des dépenses en France de projets bénéficiaires du crédit d'impôt international, moins 14%, à 167 millions d'euros. Et on a aussi moins de nouveaux projets d'animation qui ont été agréés au crédit d'impôt international l'an dernier. On en a eu 15. On en avait 25 en 2023, sachant que c'est des projets avec des cycles longs de production dont les dépenses s'étalent sur plusieurs années. Et donc c'est ce que vous voyez sur la courbe en bleu clair. Autant, si on prend en termes d'effectifs une base 100 en 2018, entre 2018 et 2022, on a eu une croissance des effectifs dans le secteur de l'animation au global qui à peu près suit celle des storyboarders, sauf en 2020 où il y avait un creux dû à la crise sanitaire. À partir de 2022, l'emploi dans l'animation recule de 10% environ en 2 ans, alors même que les effectifs de storyboarders, eux, continuent de progresser d'environ 4% sur la même période. Autrement dit, les storyboarders ont été plus ou moins épargnés par la crise de l'animation, et en tous les cas, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il n'y a pas d'impact significatif de l'IA, contrairement à ce qu'on supposait, sur l'emploi des storyboarders, et je vais laisser Jean vous expliquer pourquoi. Merci beaucoup, Cécile. Je vais te prendre le truc. Donc oui, le qualitatif nous permet d'essayer de comprendre un peu plus finement les raisons pour lesquelles finalement l'IA impacte très peu le storyboarding. Alors, il y a plusieurs motifs qui ressortent des entretiens. Le premier, c'est que peut-être qu'on a tendance à penser le storyboarding comme étant un métier essentiellement technique. Or, en réalité, il est très, très créatif dans le sens où il participe au processus de création depuis les phases amont avec le réalisateur notamment.
Et l'IA, finalement, l'outil est assez inapte pour venir répondre à des tâches, ou en tous les cas se positionner sur des tâches de nature créative. Dès lors qu'on conçoit la question de la créativité, au-delà du simple fait de créer des choses nouvelles, mais de créer des choses nouvelles qui à la fois font sens dans un contexte humain complexe et qui vont venir susciter des réactions, des émotions, etc., dans le cadre d'un processus créatif. À cet endroit-là, l'IA est toujours pas vraiment satisfaisant, on va dire, et donc il est peu utilisé. Et puis, peut-être, alors, deuxième argument qu'on aurait sans doute pu mettre aussi en premier, c'est que les outils d'IA sont... alors, ont fait l'objet de tests. Hein, les storyboarders ont essayé, en tous les cas ceux avec qui on a pu discuter, ont essayé de s'approprier les outils et finalement, ils les utilisent, on va dire, comme tout à chacun, pour travailler sur des tâches annexes, des recherches esthétiques, recherches bibliographiques. En tout cas, ils vont utiliser ChatGPT comme tout le monde pour, on va dire, en avant-prod. Mais pour ce qui relève réellement de la tâche de production, donc du dessin, de la génération d'images, là, l'hypothèse qui consiste à dire, parce qu'en fait c'est ça, hein, l'hypothèse de Bearing Point à l'origine, hein, c'est de dire, en gros, on a des outils d'IA qui font des dessins, les storyboarders font des dessins, les outils d'IA vont plus vite que les storyboarders, donc ils vont manger les métiers. En fait, c'est oublier que les storyboarders travaillent vite. Ils travaillent vite et bien. Ils font environ entre 50 et 60 vignettes par jour, ce qui fait une quantité astronomique de vignettes par mois. Je vous laisse faire le calcul. Mais après, il faut essayer d'imaginer ce que représente 60 vignettes par jour si on doit prompter, itérer. Sachant que pour une vignette qu'on va conserver, on va peut-être en jeter une centaine. Donc c'est-à-dire que même sur le plan purement rendement quantitatif, finalement, l'IA est assez insatisfaisant. Et je ne parle même pas de la qualité du rendu, hein, juste strictement la capacité de suivre le rythme des humains. Donc déjà, cette hypothèse-là est un peu battue en brèche. Et puis, bien sûr, il y a des problématiques juridiques persistants avec des potentiels risques de fuite de données, etc., qui freinent au sein des studios de post-prod l'usage des IA. De prod, pardon. Et puis donc le troisième point, c'est les processus de production sont ancrés. Il y a des cultures professionnelles qui sont ancrées et il y a une forme aussi parmi les gens à qui on a pu s'adresser. Alors on ne peut pas dire que c'était représentatif de quoi que ce soit. On ne peut pas dire que l'échantillon non plus nous permettent d'extrapoler de façon définitive. Il n'empêche qu'il semble ressortir quand même que la culture dominante dans ce milieu-là freine les usages de ce type d'outils qui viennent se positionner sur les cœurs de métier. Donc en fait, il y a des conflits qui sont de l'ordre de l'identité professionnelle. Et dès lors qu'on vient jouer sur l'identité professionnelle des professionnels, forcément, il va y avoir des freins à l'usage, hein, des freins à l'appropriation. Là, c'est assez sensible. Donc là, il y a cette citation que j'arriverai jamais à lire parce que je suis beaucoup trop loin, mais qui dit quelque chose en substance, c'est on n'a pas du tout envie de faire ça parce que ça vient retirer tout ce qui nous tient à cœur. C'est là l'idée aussi. Généralement, les hypothèses, on va dire technocentrées, technicistes, oublient que les outils doivent être appropriés dans des contextes professionnels et humains, et qu'il y a il y a de la socioculture, il y a de la sociotechnique, et que ça, il faut le prendre en considération aussi dans la prospective, et que ça, potentiellement, ça a été oublié des prévisions. Alors, il n'en demeure pas moins que, même si on peut quand même statuer de façon assez claire sur le fait qu'il y a peu d'impact, peu voire pas d'impact, voire les storyboarders s'en sortent plutôt bien donc sur ce métier-là, certaines trajectoires prospectives sont plausibles et pourraient laisser entrevoir, je mets du conditionnel parce que finalement ce sont des récits prospectifs qui nous ont été donnés, qui font l'objet de croisements quand même. C'est une lecture que plusieurs acteurs avec des expertises différentes vont poser sur le secteur. Mais on manque définitivement de données pour de toute façon on ne peut pas prédire de façon stable, hein, on est bien d'accord. Mais ça nous semble être une lecture relativement plausible, en tous les cas suffisamment plausible pour qu'on puisse vous la partager. Celle d'une polarisation du secteur avec d'un côté finalement de l'usage de l'IA dans le cadre de ce qu'on va appeler l'innovation incrémentale
peu de changements dans les workflows, finalement des outils propriétaires qui viennent se doter de nouvelles fonctionnalités ponctuellement, et on va avoir une augmentation progressive de l'usage de l'IA qui peut s'accompagner d'une augmentation de la productivité ou non, à voir, mais s'il n'y a pas d'augmentation de la productivité a priori, il y aura moins de fonctionnalités, etc. Et de l'autre côté, donc là on est sur, on va dire, toute l'activité dominante, la grande majorité de l'activité de production d'animés, et de l'autre côté on aurait plus de ruptures. Donc là, des acteurs qui viendraient de l'extérieur, qui ne partageraient pas en fait la culture dominante avec les workflows, ce que je viens de vous dire sur l'identité professionnelle, etc. Donc plutôt par exemple des startups qui viendraient se positionner sur des segments de marché. Ces segments de marché-là, on les a identifiés comme étant plutôt caractérisés par des canaux de diffusion permissifs, donc on va le dire, on va pas se mentir, il s'agit plutôt des réseaux sociaux, de YouTube, des publics finaux qui sont des publics acceptants ou captifs. Donc là, la plupart du temps, en plus, quand on parle de l'animation, on tombe sur les enfants. Donc on a de l'animé pour enfants sur YouTube, et on va potentiellement avoir, dans le cadre donc de séries animées qui sont possiblement modélisables, parce qu'on va avoir des grammaires stylistiques et narratives répétées, donc parce qu'on va avoir des séries de 3, 4, 5 saisons, on va pouvoir en fait entraîner des algos dessus et puis repérer en fait des schémas narratifs, des schémas stylistiques, et là on pourrait avoir un avantage compétitif à utiliser de l'IA en génération et pouvoir bouleverser les workflows. Dans ces cadres particuliers, on peut faire l'hypothèse effectivement qu'il puisse y avoir une segmentation du marché avec des acteurs qui se positionneraient à cet endroit-là. Et là, un glissement du métier des storyboarders vers davantage de supervision plutôt que de la production. Et on va voir qu'en fait, on retrouve un peu le même genre d'analyse chez les doubleurs, comme on avait retrouvé ce type d'analyse aussi quand on avait fait les études dans la presse à l'AFDAS. Et donc effectivement, deuxième note qui va paraître en suivant de cette table ronde et qui concerne les comédiens, comédiennes de doublage. Donc la situation, elle est évidemment très différente. Vous le voyez ici, donc l'évolution de l'emploi. Alors concernant l'emploi, là aussi, les comédiens, comédiennes de doublage ont connu une période de forte activité et une activité de croissance, activité en croissance entre 2018 et 2022. 2022 était vraiment le point haut, puisque vous voyez qu'en termes d'effectifs, on est passé de 3626 comédiens, comédiennes de doublage à plus de 4140, donc c'est une croissance de 14%. Et en termes de nombre d'heures travaillées, c'est un bond de 51%, puisqu'on est passé de à peu près 650 000 heures à près d'1 million d'heures travaillées en 2022. Et par contre, à partir de 2022, s'amorce une baisse, que l'on voit d'abord en 2023 sur le nombre d'heures travaillées qui baisse de 14% à peu près, et qui se confirme en 2024, où cela, ce sont à la fois le nombre d'heures travaillées et les effectifs qui reculent, les effectifs qui repassent sous la barre des 4000 salariés, et le nombre d'heures travaillées qui diminue à nouveau sur un nombre de 14%. Ce qui fait qu'au total, en 2024, on est sur une moyenne d'à peu près 185 heures travaillées par comédien, comédienne de doublage, alors qu'on avait atteint 240 heures en 2022. Mais finalement, on retrouve le niveau de 2018. On est à peu près au même niveau. Cette baisse d'activité, elle se poursuit sur les premiers mois de 2025. Quand on regarde le nombre d'effectifs à travers le Data Lab sur les mois de janvier, juillet 2025, on voit qu'on a un nombre moyen de comédiens, comédiennes de doublage légèrement inférieur à nouveau de 3% par rapport à la même période de 2024, 1723 contre 1781. Donc là aussi, on s'est interrogé sur les facteurs à l'origine de ces évolutions. Et donc, ce qu'on a essayé de regarder, c'est la demande qu'il pouvait y avoir de doublage d'œuvres sur les principaux marchés sur lesquels les comédiens, comédiennes de doublage sont actifs, à savoir le cinéma, la télévision et la vidéo à la demande, sachant qu'ils peuvent aussi être actifs sur le jeu vidéo ou sur la publicité. Et ce que l'on voit côté cinéma audiovisuel tout d'abord, c'est que, vous le savez, hein, il y a eu évidemment une production américaine qui a été fortement impactée d'une part par la crise du Covid et ensuite par la grève des scénaristes et des acteurs en 2023 qui ont mis des coups d'arrêt à la production, et évidemment ça se traduit par moins d'œuvres américaines projetées, diffusées en France. Au-delà des œuvres américaines, on a regardé plus largement l'évolution du nombre d'œuvres non francophones distribuées déjà côté cinéma. C'est le premier graphique que vous voyez, alors évidemment avec un très fort creux en 2020-2021 parce que les salles étaient fermées pendant une partie de l'année, et avec une reprise progressive, et finalement il a fallu attendre 2024 pour retrouver un nombre d'œuvres non francophones équivalent à celui d'avant-crise. Et j'ai oublié de préciser que là on est sur les œuvres qui sont distribuées dans au moins 20 établissements, parce qu'en dessous en général elles sont juste une VOST, elles ne sont pas doublées.
On se dit qu'il faut quand même avoir une distribution suffisamment large pour potentiellement être doublée, mais ça ne veut pas dire que toutes ces œuvres sont doublées. Généralement, les œuvres américaines le sont, mais les œuvres d'autres pays, même si elles sont largement distribuées, ne le sont pas systématiquement. Donc on peut se dire que la demande de doublage, même en 2024, elle reste un peu en deçà de celle d'avant-crise, côté cinéma. Et côté fiction audiovisuelle, là, on a regardé le volume d'œuvres de fiction, donc non francophones toujours, qui sont diffusées en prime time sur les chaînes nationales, avec une baisse qui a commencé dès 2020 à cause de la crise sanitaire que vous voyez ici. Et cette baisse-là a continué, c'est surtout accéléré en 2024, puisqu'on a eu une baisse de 26% du nombre d'œuvres de fiction non francophones, qui pour le coup, elles, sont toutes doublées, puisqu'on est passé à 223 heures environ, contre un peu plus de 300 heures en 2023. Et puis enfin, l'animation aussi a beaucoup recours aux comédiens et comédiennes de doublage, alors que ce soit des productions françaises ou internationales. À partir du moment où il y a des dialogues, il y a recours à des comédiens et comédiennes de doublage. Et donc, je ne reviens pas sur ce que j'expliquais juste auparavant. Depuis 2022, là aussi, le secteur de l'animation connaît un certain nombre de difficultés et donc certainement aussi moins de production à doubler. Donc ces situations-là, évidemment, elles expliquent une partie des évolutions qu'on a pu observer, notamment la baisse qu'on observe à partir de 2022. Elles ne rendent pas compte, bien évidemment, de la croissance, la forte croissance qu'on avait avant 2022, parce que cette croissance-là, en réalité, elle a été le fait des plateformes et de l'expansion des plateformes qui, elles, ont profité de la crise sanitaire, comme vous le savez. Et donc, on a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché français. On a eu Disney+ en 2020, Paramount+ en 2022 et HBO Max en 2024. Donc aussi avec des œuvres, pour une petite partie de leur catalogue qui étaient des œuvres inédites qui devaient être doublées pour le marché français. Et puis, au-delà de ça, vous voyez ici sur ce graphique le nombre de séries commandées par les 6 principales plateformes au niveau mondial, qui pour la plupart sont proposées sur le marché français et nécessitent d'être doublées. On a eu une très forte croissance, vous voyez, entre 2019 et 2022, de nombre de séries commandées, donc à doubler, plus 57%. Et c'est ce qui a vraiment porté la demande de doublage et qui a permis de plus que compenser la baisse qu'on observait déjà côté cinéma et audiovisuel. Par contre, à partir de 2022, ces mêmes plateformes, elles ont commencé à rationaliser leurs investissements. Ce que vous voyez ici, à baisser leur nombre de commandes. Les commandes, elles ont baissé de 21% entre 2022 et 2024. Et donc, cette baisse de la demande côté plateforme, elle s'ajoute à la baisse qu'on voyait côté audiovisuel, à la baisse qu'on peut constater aussi côté animation, et elle est dans les mêmes ordres de grandeur que la baisse d'activité de l'activité de doublage sur la période. Autrement dit, pour nous, la baisse significative, importante qu'on observe de l'activité de doublage depuis 2 ans, elle est vraiment corrélée, elle s'explique par la contraction du marché et par le fait qu'il y a tout simplement moins d'œuvres à doubler. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de confirmer les entretiens. Effectivement, alors on s'est intéressé aux comédiens de doublage, mais aussi à l'ensemble des professionnels de la chaîne de production, du doublage, de la localisation. Et on constate que les métiers de la détection et de la traduction sont plus directement impactés. Alors, pour ce qui concerne la traduction, le sous-titrage live, on est en fait les transformations s'inscrivent dans une dynamique qui date déjà depuis de au moins 20 ans. Là, l'IA vient accélérer un processus de transformation qui était déjà en cours. Mais ce qu'on constate quand même en discutant avec différents professionnels et en croisant les récits, c'est qu'on a une intensification du travail chez ces professionnels-là qui, grâce à ces technologies-là, vont pouvoir travailler plus vite. Mais finalement, on va dire que les commandes ne désemplissent pas pour autant, et donc on va avoir plus de travail dans un temps plus contraint avec des rémunérations qui ne sont pas ajustées à l'intensification. En tous les cas, le tarif à l'heure à minima est stable. On peut parler d'un durcissement des conditions de travail pour ces professionnels. Alors, pour la suite, on parle vraiment d'une analyse en France, parce qu'on peut faire que des hypothèses sur ce qui se passe à l'étranger, mais en tout cas, on a quelques constatations, on va en parler tout à l'heure, de quelques constats. En tout cas, on a pu repérer des cas d'usage à l'étranger qu'on ne repère pas en France, donc c'est sans doute différent. Et en tous les cas, on peut confirmer avec le Cali que l'adaptation et le doublage sont pour le moment relativement préservés, pour plusieurs raisons.
Donc déjà, vraiment, les effets sont marginaux. On a plusieurs verbatim qui nous le confirment depuis les studios, notamment, qui ne voient pas nécessairement en fait, de baisse de leur carnet de commandes ou qui simplement vont avoir des appels de leurs commanditaires pour faire des tests, mais ces tests-là, généralement, ne sont pas fructueux pour le motif que les IA ne sont pas encore suffisamment matures ou en tout cas performants pour pouvoir répondre aux attentes des distributeurs, des producteurs ou des diffuseurs. Encore une fois, on est sur des métiers dont la dimension créative, un peu comme avec les storyboarders tout à l'heure, est prédominante et on a une incapacité pour l'instant aussi, ne serait-ce que technologique, de répondre à ces sujets-là, indépendamment des phénomènes plutôt d'ordre culturel qui jouent aussi un rôle important. Comme je le disais, il y a une curiosité du marché, mais pour l'instant, cette curiosité donne plutôt lieu à des déceptions. Et on a repéré quelques cas à l'étranger, notamment en Inde, combien il y a de langues différentes en Inde, je ne sais plus, on a repéré, mais c'est une mosaïque linguistique, donc il y a eu beaucoup d'investissements pour pouvoir réussir à synchroniser, tout simplement à partager en fait un récit commun en Inde au travers des productions audiovisuelles. Et donc là, il y a énormément d'investissements qui sont mis et quelques cas qui sont repérés. Par contre, on va observer, et c'est souvent à partir de là finalement qu'on va faire des hypothèses de chevauchement de l'IA sur les activités professionnelles, on va observer des usages qui sont à la marge de ce qu'on va appeler l'activité économique dominante. Donc l'activité économique dominante, on va dire que c'est à peu près tout ce qu'on connaît, sauf les réseaux sociaux et sauf YouTube et sauf des cas de production qui vont être regardés à la marge. Donc, par exemple, on a des cas d'utilisation de l'IA en phase de pré-vente pour du documentaire où on veut vendre un documentaire à NBC et on va, en fait, avant de faire la voice-over ou la voix off ou le doublage de façon définitive, on va utiliser une IA pour avoir quelque chose qui est relativement satisfaisant en très peu de temps et on va diviser les prix par plus de 10, ce qui permet d'avoir une sorte de prototype qu'on va pouvoir montrer. Donc là, en phase de pré-vente, apparemment, c'est très utilisé, en tout cas utilisé et relativement efficace. On a aussi des cas de valorisation de fonds de catalogue qui vont faire l'objet de création de chaînes YouTube dédiées. Donc, on n'a pas encore eu l'aval du témoin pour qu'on puisse citer ces chaînes-là, mais peut-être qu'elles apparaîtront dans l'article prochainement. En tous les cas, c'est un argument qu'on nous cite beaucoup chez les distributeurs de dire écoutez, en fait, on a tout un tas de films qui sont dans des catalogues qu'on va enfin pouvoir valoriser, doubler sans l'IA automatique. Les voix de synthèse, on ne pourrait pas le faire. Donc là, finalement, on ne vient pas nuire à un écosystème professionnel, on vient juste ajouter de la matière culturelle. Et puis, sinon, il y a tous les usages marketing qu'on connaît, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, on rejoint là les observations qu'on avait sur les storyboarders, à savoir des programmes d'animation pour les publics les plus jeunes et qui sont considérés comme potentiellement plus acceptants. On va faire ces armes, finalement, sur des publics qui ne peuvent pas s'y opposer, puisqu'ils ne savent pas encore parler. C'est moi qui ai la zapette. Alors, au niveau du timing, on est comment? Il faut qu'on finisse. Ok. On a toutefois, je vais le dire très, très rapidement dans ce cas, on a croisé, on a quand même réussi à réunir dans le Kali on va dire des personnalités du chant qui ont des voix qui comptent, qui portent et on peut considérer comme étant extrêmement légitime leur perspective. C'est pour ça qu'on va s'appuyer dessus pour pouvoir alimenter notre lecture prospective. Et ces voix concordent, s'alignent autour de plusieurs projets, projets prospectifs. Le sous-titrage live et l'audio-description, ça déjà, en fait, c'est en voie de rentrer dans les cahiers des charges des commanditaires, etc. Donc, très prochainement, les studios vont être mis à contribution pour développer des outils qui systématisent l'usage de l'IA sur ces dimensions-là. Le doublage de personnages secondaires, donc là, on va dire que c'est le doublage de personnages dès qu'il ne s'agit pas des personnages
sur lesquels on va focaliser l'attention du spectateur. C'est le principe même de la magie, hein. C'est la gestion du focus visuel. Rien de neuf sous le soleil, sauf qu'avec l'IA, on peut le faire de façon peut-être encore plus qualitative qu'avec des décors en carton. Le clonage de voix, donc le clonage de voix, hein, ça permet de faire de remasteriser, ça permet de faire plein de choses, de faire plusieurs voix avec un seul comédien par exemple, mais bon, ça dépend de façon très étroite des négociations en cours. La voix off et le voice-over, donc là c'est ce qui va sans doute sortir en premier, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas d'interaction, quand la voix est monocorde, quand il n'y a pas vraiment de sentiment, quand c'est pas le projet artistique que de faire passer des messages émotionnels avec la voix, et ben là l'IA devient performante. Par contre, tout ce qui est interaction, ils ne savent pas faire du tout. Et l'animation pour les enfants, ça on vient de le dire. Je te laisse conclure du coup. Ah, oui. Alors, on a quand même 2 minutes. Rapidement pour conclure, donc, que ce soit sur les storyboarders ou sur les comédiens, comédiennes de doublage, vous voyez qu'à date, on n'observe pas d'impact, en tout cas sur l'emploi, et que alors les storyboarders, l'emploi est plutôt encore en légère croissance. Les comédiens de doublage, certes, en recul, mais c'est lié à la conjoncture, véritablement. Cela étant, c'est une vision évidemment un peu l'œil dans le miroir, parce qu'on regarde ce qui vient de se passer. Et donc, c'est aussi pour ça que le Kali permet d'éclairer et de voir ce qui pourrait se passer. Et qu'on voit qu'effectivement, à plus ou moins court terme, notamment concernant les comédiens, comédiennes de doublage, il peut y avoir certains pans de leur activité qui peuvent être impactés par l'IA, comme ce que tu as cité, hein, les voix off, le voice-over, etc. Gaëtan Bruel l'a rappelé ce matin, on va continuer évidemment à suivre l'évolution de l'emploi sur ces métiers-là, faire des points réguliers pour voir si ces hypothèses-là se concrétisent, parce qu'à date, on en est encore au stade de l'expérimentation, hein, clairement. Et on adressera également un nouveau métier, puisque donc, on a décidé d'en faire une par trimestre. La prochaine note portera sur les métiers du son en post-production, donc monteur son, mixeur. Et donc là, je vous donne rendez-vous en janvier prochain pour cette prochaine note. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il reste 2 minutes pour les questions. Juste revenir, vraiment 2 minutes. 2 minutes. Sur la partie animation, vous avez enlevé le slide, on n'a pas pu voir. Sur quelle partie animation? Sur les... Voilà. Celle-là? En fait, ça rejoint ce que disait déjà Jean. Enfin, je peux te laisser la parole si tu veux. En fait, c'est la même chose que pour les... c'est sur l'animation pour enfants, c'était le fait de dire que potentiellement on va rejoindre un petit peu ce qui se disait sur les storyboarders, qu'il pourrait y avoir, on va dire, une industrie à 2 vitesses polarisée avec des productions où l'exigence est moindre, on va dire, pour des réseaux sociaux, YouTube, etc., où là, potentiellement, il pourrait y avoir recours à l'IA pour ces programmes d'animation-là, en se disant que les enfants font moins attention, sont moins exigeants que les publics adultes, et que donc, c'est une voie possible. Voilà. Non, c'est juste que... Celui-ci, non. Non, il y a aussi l'élément qui est de dire qu'il y a moins de contraintes liées à la synchronisation labiale en animation que... Ouais. Oui. Merci. Merci pour ces éclairages. Je suis storyboarder plutôt dans le domaine de la fiction, live, et en publicité. Et à mon niveau individuel, j'ai constaté une nette baisse des commandes en pub. Donc je voulais savoir si votre étude encadrait aussi ce secteur-là. J'ai l'impression qu'en pub, quand on nous demande des storyboards, de toute façon, c'est toujours très standardisé. Donc peut-être que les sociétés de production de pub ont intégré l'IA pour sauter une étape ou faire quelque chose de plus rapide et de moins cher et qui n'a pas de conséquences énormes sur le film publicitaire qui tourne au final. Alors je vais répondre à la question puisque c'est nous qui avons construit le périmètre pour l'étude Quanti. On est parti en fait des métiers déclarés par les entreprises pour les intermittents du spectacle. Donc est-ce que tous les storyboarders dans la pub sont déclarés en tant qu'intermittents du spectacle? Moi je ne sais pas dire. En ce qui me concerne, je suis indépendant, je suis, on va dire, auto-entrepreneur. Ouais, donc non, je ne suis pas dans ce secteur-là. Voilà, mais je pense qu'il y en a pas mal d'autres comme ça. Ouais, donc clairement, les indépendants ne font pas partie du spectre de l'étude. On est sur les salariés déclarés en tant qu'intermittents du spectacle dans ce métier-là. C'est pour ça que c'est plutôt l'animation qu'on a, du coup, repérée. D'accord. Merci. Dans le Kali, on n'a pas eu particulièrement de storyboarder qui travaillent dans le champ de la communication et de la publicité. Et de ce qu'on a pu voir, honnêtement, ça m'étonnerait encore.
je suis assez dubitatif. Mais je ne peux pas le certifier. D'accord. Est-ce que vous allez prolonger cette étude sur un temps long, et éventuellement en englobant des secteurs d'activité un peu plus larges, pour comme ça avoir une sorte de tendance à moyen ou à long terme? Alors, sur le temps long, oui, on continuera, ce que je disais, à faire des points réguliers pour suivre. Après, on a la limite des données dont on dispose et qui sont celles d'audience. Et donc, élargir à d'autres secteurs, c'est ce que tu disais, on n'a pas de données sur les indépendants. C'est ça. C'est ça. On partira toujours des salariés et les intermittents du spectacle notamment, qui sont forcément déclarés à audience et sur lesquels on a une nomenclature métier qui est très pratique à utiliser. C'est les métiers des annexes 8 et des annexes 10. Donc c'est une nomenclature, c'est pratique, facile. Merci. Merci à vous, merci à tous. Merci.